Une hausse de 50% de la demande mondiale de lithium en un seul cycle annuel fait soudain vaciller un équilibre déjà fragile au Sahel. Mais ce choc chiffré, qui devrait n'être qu'un indicateur technique, se heurte à une réalité paradoxale. Un continent ne produisant qu'environ 5% du lithium mondial devient malgré lui un pivot stratégique. Alors que cette tension silencieuse s'étend, que signifie vraiment ce basculement pour Ibrahim Traoré et pourquoi devrait-il importer à quiconque suit l'évolution du Burkina Faso? Un glissement discret est peut-être en train de redessiner l'avenir. Ce récit propose plus qu'une simple lecture géopolitique. Il dévoile les mécanismes structurels qui lient l'explosion du lithium aux tensions institutionnelles au Burkina Faso. La promesse centrale tient en 10 à 12 mots. Comprendre comment une pression minérale mondiale peut reconfigurer une souveraineté nationale. Dans un environnement où chaque variation du marché déclenche des répercussions politiques, sécuritaires et narratives, le véritable enjeu réside dans la capacité d'un État sahélien à maintenir le contrôle sur ses ressources, son cadre institutionnel et son propre récit. Cette tension n'est pas abstraite. Elle se matérialise dans les décisions administratives, dans la reconfiguration des partenariats extérieurs, dans les zones frontalières où s'entrecroisent intérêts militaires et ambitions économiques. Pour le lecteur, l'enjeu est clair. Suivre comment un pays longtemps perçu comme périphérique devient un laboratoire de souveraineté confronté à une pression mondiale croissante. Et derrière cette dynamique, une question demeure en suspens, prête à guider la suite du parcours. Jusqu'où un tel réajustement peut-il transformer l'équilibre régional? La première révélation apparaît là où personne ne l'attendait. Un écart discret dans la structure institutionnelle révèle soudain la fragilité d'un système façonné par des décennies de dépendance extérieure. Et ce basculement survient précisément au moment où la demande mondiale de lithium bondit de 50%, amplifiant chaque tension latente du Sahel. Ce double signal éclaire une dynamique longtemps sous-estimée. Dans un pays comme le Burkina Faso, situé au carrefour de rivalités géoéconomiques et de pression sécuritaire, le moindre glissement administratif devient un indicateur de transformation profonde. La dissolution d'un organe électoral financé depuis l'extérieur, geste apparemment technique, ouvre en réalité une fenêtre sur la recomposition d'un cadre narratif où souveraineté, ressources et les légitimités se redéfinissent simultanément. La position d'Ibrahim Traoré s'inscrit alors dans un espace de contraintes multiples. Chaque décision nationale résonne bien au-delà de Ouagadougou et alimente des interprétations concurrentes. Pour comprendre cette trajectoire, il faut remonter aux mécanismes plus anciens qui gouvernent le Sahel. Depuis des décennies, la valeur créée par les ressources critiques s'échappe majoritairement en dehors du continent, tandis que les États producteurs n'en captent qu'une fraction minimale. Cette dissymétrie structurelle, masquée par des partenariats institutionnels externalisés, a façonné un environnement où les chaînes d'approvisionnement internationales imposaient implicitement leur propre cadre d'analyse. Lorsque les autorités burkinabées réorientent la gestion institutionnelle vers des structures locales, cette architecture héritée se fissure. Sur le terrain, deux mouvements parallèles jamais se déploient. Les administrateurs locaux redécouvrent un rôle plus central dans l'organisation civique, tandis que les zones frontalières riches en minéraux stratégiques deviennent des espaces de projection où ambitions militaires, intérêts économiques et influences extérieures se superposent. La tension silencieuse qui en résulte expose un affrontement structurel, maîtrise du récit contre dépendance consolidée. Dans cette recomposition progressive, le pays cesse d'être un simple récepteur de dynamique globale. Il devient
un acteur dont les choix internes peuvent désormais infléchir les lignes de force régionales. Dans les bureaux modestes qui jalonnent les provinces burkinabées, de jeunes administrateurs redécouvrent soudain un rôle qu'ils croyaient figé. Longtemps cantonnés à appliquer des procédures définies ailleurs, ils se retrouvent projetés au centre d'un recentrage institutionnel qui transforme leur quotidien. Les responsabilités s'élargissent, les marges d'initiative se clarifient, et l'idée d'une gouvernance ancrée localement cesse d'être un horizon abstrait. Pour beaucoup, cette transition représente la première occasion de mesurer concrètement l'effet d'un changement institutionnel sur leurs propres pratiques. Cette réactivation administrative devient alors un indicateur sensible des mutations en cours. Plus au nord, dans les zones proches de frontières disputées, d'autres acteurs perçoivent les effets immédiats de cette reconfiguration. Les équipes civiles impliquées dans la surveillance territoriale observent une modification subtile mais tangible du climat décisionnel. Là où dominaient hésitation et dépendance envers des structures extérieures, les orientations nationales acquièrent une légitimité nouvelle. Cette légitimité, encore fragile, modifie la manière dont ces équipes interprètent les tensions croissantes autour des espaces riches en ressources critiques. Elle réorganise aussi les attentes quotidiennes. Ce qui relevait auparavant d'une lecture géopolitique lointaine devient une donnée opérationnelle. Ces deux trajectoires, administrateurs civiques et équipe territoriale, révèlent la profondeur inattendue d'un ajustement présenté comme technique. Elle montre comment une impulsion institutionnelle, même discrète, peut transformer la perception que des acteurs locaux ont de leur propre rôle. Et derrière ce changement, une question persiste, structurante et simple. Que devient une transition lorsqu'elle modifie d'abord la manière dont les individus se voient eux-mêmes dans le système? Tout commence par un geste administratif presque invisible, une dissolution ciblée, une décision signée sans emphase. Pourtant, dans un Sahel déjà saturé de tensions, ce geste agit comme un déclencheur. Il fractale l'équilibre narratif, il déplace les lignes de lecture, il met Ibrahim Traoré dans un espace où chaque choix devient un signal scruté à plusieurs niveaux. Rien ne reste neutre, rien ne reste isolé. La réaction extérieure est fulgurante. Les rédactions internationales s'emparent du sujet en quelques heures. Le cadrage se cristallise autour d'un vocabulaire déjà prêt. Inquiétude démocratique, dérive institutionnelle, crispation régionale. Les chancelleries reprennent ces éléments. Les think tanks recyclent des analyses antérieures. Les rapports se multiplient. Le récit se fige. Il devient un plafond interprétatif difficile à percer. Cette rapidité, presque mécanique, crée une saturation qui enferme l'événement dans une lecture à sens unique. Pourtant, sur le terrain, une dynamique différente se met en place. Les administrations locales perçoivent cette décision non comme une rupture brutale, mais comme un repositionnement attendu. Les structures de proximité, renforcées dans les semaines précédentes, interprètent cette dissolution comme un signal en faveur d'un contrôle institutionnel plus cohérent. Elles y voient l'occasion de réaffirmer une souveraineté administrative longtemps diluée. Elles adaptent leurs pratiques, elles affinent leurs priorités, elles renforcent leur marge d'action. Cette divergence de perception crée un choc narratif. Deux récits avancent en parallèle. L'un, extérieur, se construit autour d'une inquiétude immédiate. L'autre, interne, s'appuie sur un recentrage institutionnel jugé nécessaire. La tension n'est pas spectaculaire, mais elle est profonde. Elle montre la distance entre les cadres interprétatifs. Elle révèle la fragilité d'un pays qui tente de reconstruire ses leviers tout en demeurant exposé aux projections globales. Le haut point survient lorsque ces deux visions se rencontrent frontalement. Les zones frontalières avec le Mali deviennent
l'arène où ce décalage se matérialise. Là, les forces maliennes affrontent des groupes armés près de secteurs riches en minéraux critiques. Les géologues circulent sous protection. Les réseaux économiques cherchent à maintenir leurs accès. Les cartographies évoluent au rythme des tensions. Le moindre mouvement devient un indicateur. Le moindre silence devient une hypothèse. La région de Bougouni, longtemps marginale, se transforme en point névralgique. Les conséquences se propagent ensuite par vagues successives. Les institutions internationales réévaluent leurs partenariats. Les opérateurs miniers recalculent leur modèle d'investissement. Les diplomates ajustent leurs discours. Les organisations régionales révisent leurs priorités stratégiques. Rien n'éclate de manière spectaculaire, mais tout se déplace. Lentement, systématiquement, les marges de manœuvre nationales changent de contour. Les contraintes extérieures se resserrent ou se relâchent selon les acteurs. Les interprétations s'affrontent, mais aucune ne domine complètement. Dans ce mouvement, la figure d'Ibrahim Traoré devient un repère involontaire, non pas comme un centre décisionnel absolu, mais comme un point d'appui symbolique autour duquel s'articulent attentes, critiques et projections. Son rôle se transforme en miroir des tensions. Ce que chacun voit en lui révèle en réalité sa propre lecture de la recomposition sahélienne. C'est ici que la séquence trouve son sens. Un geste discret, une montée rapide des tensions narratives, une propagation diffuse des répercussions, un système qui glisse sans rupture visible, mais dont les équilibres se réécrivent. La dynamique actuelle ne peut être comprise sans revenir aux données qui structurent réellement les rapports de force autour du Burkina Faso. Le premier indicateur, désormais incontournable, concerne l'explosion de la demande mondiale de lithium, une hausse de 50% en un an, chiffre qui révèle un déplacement soudain du centre de gravité géoéconomique. Cette hausse indique une tension globale accrue, liée à la course technologique, aux besoins industriels croissants et aux stratégies nationales d'autonomie énergétique. Elle signale surtout un risque immédiat. Chaque pourcentage supplémentaire intensifie la compétition internationale autour des régions disposant de réserves stratégiques. Le deuxième repère met en évidence un contraste frappant. L'Afrique ne représente qu'environ 5% de la production mondiale de lithium, malgré un potentiel géologique bien plus élevé. Ce chiffre expose une dissymétrie fondamentale entre les ressources disponibles et les capacités d'extraction réellement mobilisées. Il rappelle que les chaînes industrielles restent en grande partie contrôlées à l'extérieur du continent, limitant la valeur captée par les pays producteurs. Cette disproportion, enracinée depuis des décennies, agit comme un multiplicateur de vulnérabilité pour les États sahéliens. Elle rend également le marché plus sensible aux tensions sécuritaires qui perturbent aussi bien les activités minières que les projections d'investissement. Le troisième indicateur éclaire une dynamique plus large. Près de 200 milliards de dollars quittent le continent chaque année sous forme de matières premières exportées à l'état brut. Ce chiffre met en lumière une perte structurelle liée à l'absence de capacité locale de transformation et à la dépendance vis-à-vis d'acteurs extérieurs pour les étapes à forte valeur ajoutée. La conséquence directe est une fragilité économique chronique qui limite la marge de manœuvre des États dans leurs initiatives de stabilisation institutionnelle. Cette fuite de valeur rappelle que la souveraineté économique ne peut être dissociée des infrastructures industrielles nécessaires pour internaliser une partie de cette richesse. Pris ensemble, ces trois repères dessinent un paysage cohérent où économie, sécurité et souveraineté s'entremêlent. La hausse de la demande mondiale crée une pression externe croissante. La faible production continentale souligne l'incapacité structurelle à répondre à cette demande.
Et la sortie massive de valeurs économiques révèle les conséquences profondes d'un système extractif consolidé sur plusieurs décennies. Ces données ne forment pas seulement un diagnostic, elles constituent l'arrière-plan de toutes les décisions institutionnelles prises aujourd'hui au Burkina Faso. Elles montrent que les tensions actuelles ne sont pas le produit d'un événement isolé, mais d'un ensemble de facteurs convergents. Sur les frontières maliennes, ces écarts prennent une dimension tangible. Les zones riches en ressources critiques deviennent des espaces où se croisent intérêts militaires, ambitions économiques et récits concurrents. Les forces locales se heurtent à des groupes armés cherchant à contrôler les couloirs stratégiques. Les entreprises tentent de maintenir leur accès aux gisements malgré l'instabilité. Les diplomaties régionales réévaluent leur position. Dans ce contexte, les indicateurs chiffrés cessent d'être des abstractions. Ils deviennent des variables opérationnelles influençant priorités sécuritaires, décisions administratives et comportements d'investissement. Ainsi, le poids des preuves quantitatives ne réside pas seulement dans leur précision, mais dans leur capacité à éclairer les tensions structurelles à l'œuvre. Elles révèlent la profondeur d'un système où ressources critiques, souveraineté institutionnelle et pressions extérieures forment un enchevêtrement indissociable. Deux thèses solides, souvent présentées comme irréconciliables, s'affrontent dans l'analyse du Sahel contemporain. La première affirme que la présence internationale constitue un rempart indispensable contre la fragmentation sécuritaire qui touche la région depuis plus d'une décennie. Selon cette perspective, les dispositifs militaires étrangers apportent une expertise technique difficile à reproduire localement, une logistique lourde que peu d'États sahéliens peuvent soutenir, et une capacité d'intervention rapide considérée comme essentielle face à des groupes armés mobiles et imprévisibles. Les partisans de cette vision rappellent que la complexité des réseaux opérant entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger dépasse largement les moyens nationaux actuels et que l'absence de partenaires extérieurs créerait un vide stratégique potentiellement explosif. La seconde thèse, tout aussi argumentée, remet profondément en question cette architecture. Elle souligne que la longue présence militaire étrangère n'a pas permis d'inverser la courbe des violences et a, au contraire, consolidé une dépendance structurelle. Pour ses défenseurs, les dispositifs institutionnels financés de l'extérieur prolongent des rapports hérités de l'ère coloniale et maintiennent les États dans une position subalterne. Ils observent que les zones riches en ressources critiques, notamment le long des frontières maliennes, attirent une concentration d'intérêts économiques et sécuritaires extérieurs, rarement alignés sur les besoins locaux. L'argument central est que la souveraineté ne peut se reconstruire tant que les leviers décisionnels restent étroitement liés à des agendas exogènes. Pour formuler une réponse rigoureuse à ces deux visions, il faut revenir aux dynamiques révélées précédemment. Les données montrent une asymétrie profonde entre richesse géologique et valeurs captées localement. Elles mettent aussi en évidence une concordance entre intervention extérieure et montée d'une défiance durable dans les populations. La question ne se résume donc pas à choisir entre présence ou absence d'acteurs extérieurs. Elle consiste plutôt à déterminer si les sahéliens peuvent définir eux-mêmes les conditions de leur stabilité, sans perdre la flexibilité diplomatique nécessaire face à un environnement régional en mutation. Cette articulation ouvre un paysage plus nuancé, ni rejet systématique, ni dépendance prolongée, mais une interrogation centrale. Comment réconcilier souveraineté institutionnelle et coopération internationale sans sacrifier l'une à l'autre? Un point bascule silencieusement. Ce n'est pas une rupture spectaculaire, mais une inflexion nette dans la manière dont les récits se structurent autour du Burkina Faso. À ce stade, la divergence entre perception extérieure et réalité interne
atteint un seuil où elle ne peut plus être interprétée comme un simple décalage analytique. Elle devient une dynamique autonome. Les signaux se multiplient: repositionnement institutionnel, réévaluation diplomatique, ajustements économiques. Chaque couche ajoute un degré supplémentaire de tension. L'effet cumulé révèle soudain l'ampleur du basculement en cours. Dans cette recomposition, la figure d'Ibrahim Traoré acquiert une centralité involontaire. Non parce qu'il impose un récit unique, mais parce que les transformations institutionnelles qu'il conduit obligent les observateurs extérieurs à revoir leur schéma d'interprétation. Une décision administrative, un réagencement interne, un signal envoyé aux partenaires internationaux, chacun de ces éléments fonctionne comme un révélateur de fragilité structurelle longtemps dissimulée. Ce midpoint n'est pas seulement narratif, il modifie le comportement des acteurs. Les institutions internationales ajustent leur tonalité, les opérateurs économiques réexaminent leurs marges, les pays voisins recalibrent leurs anticipations. Une zone grise apparaît où plus rien n'est entièrement stabilisé, mais où les anciennes catégories ne suffisent plus. Le récit change d'axe, et c'est ce changement qui détermine la suite. Les répercussions du basculement institutionnel s'expriment d'abord au niveau national, là où les effets apparaissent avec le plus de netteté. Pour de nombreux citoyens burkinabés, la réorientation administrative ne se limite plus à une réforme technique. Elle devient un signal tangible d'une souveraineté qui cherche à se réaffirmer. Les débats publics s'élargissent, les attentes évoluent, et la question du contrôle des ressources critiques prend une dimension quotidienne. Ce changement de perception s'accompagne d'un repositionnement symbolique. La figure d'Ibrahim Traoré se retrouve au centre des discussions, non comme une autorité distante, mais comme un repère autour duquel s'articulent aspirations, critiques et projections. Cette densification du débat intérieur modifie progressivement la manière dont la société se représente son propre avenir. Du côté de la diaspora burkinabé, les conséquences prennent une forme plus ambivalente. Une partie y voit l'esquisse d'un rééquilibrage nécessaire, capable de corriger des décennies de dépendance institutionnelle. Une autre observe les tensions diplomatiques croissantes et s'inquiète de leur impact potentiel sur les mobilités, les opportunités professionnelles ou les investissements transnationaux. Cette double lecture place la diaspora dans un rôle singulier. Elle devient un médiateur entre des récits contradictoires, capable d'expliquer les motivations internes tout en nuançant les projections extérieures. Cette médiation, souvent discrète, contribue à reconfigurer la perception internationale du Sahel. Pour les pays voisins, les répercussions sont plus immédiates. Les zones frontalières, notamment celles situées entre le Burkina Faso et le Mali, concentrent désormais les contradictions géopolitiques qui traversent la région. Les tensions sécuritaires s'y superposent aux enjeux miniers, créant un espace où intérêts militaires, ambitions économiques et stratégies d'influence s'entrecroisent. Les forces maliennes affrontent régulièrement des groupes armés autour de secteurs stratégiques, tandis que les autorités régionales réévaluent leur propre modèle de coopération. L'exemple burkinabé, associé à la trajectoire d'Ibrahim Traoré, circule alors comme un signal potentiellement transformateur. Certains États y voient une inspiration, d'autres une source de risque. Dans tous les cas, la recomposition régionale s'accélère. À l'échelle globale, les effets se déploient plus lentement mais de manière tout aussi déterminante. Les entreprises impliquées dans les chaînes de valeur du lithium réexaminent les conditions d'accès aux ressources, les coûts liés à l'instabilité et la soutenabilité de leurs modèles actuels. Les institutions internationales ajustent leur langage, affinent leur diagnostic, testent de nouvelles hypothèses sur la recomposition sahélienne. Les puissances extérieures
habitués à des règles de jeu relativement stables, doivent considérer la possibilité que certaines trajectoires souveraines redéfinissent les paramètres de leur influence. Ce glissement, discret mais réel, modifie les anticipations stratégiques et ouvre un espace d'incertitude inédit. En réunissant ces quatre niveaux, national, diasporique, régional et global, un constat se dessine. Les conséquences ne se limitent pas à un enchaînement d'événements. Elles constituent une transformation systémique. Elles déplacent les cadres d'analyse, redistribuent les rôles, redéfinissent les marges de manœuvre. Et au centre de cette recomposition, la présence d'Ibrahim Traoré continue d'agir comme un prisme révélateur des tensions et des possibilités du moment sahélien. L'évolution des prochains mois dépendra de la manière dont les tensions actuellement en recomposition parviendront ou non à trouver un point d'équilibre. Trois trajectoires cohérentes se dessinent, chacune conditionnée par l'articulation entre souveraineté institutionnelle, contrôle des ressources critiques et réactions extérieures. Elle n'offre pas des certitudes, mais des cadres analytiques permettant de comprendre comment un pays peut consolider une transition fragile tout en demeurant exposé à des pressions multiples. Dans un scénario de rééquilibrage prudent, les autorités poursuivent la recentralisation institutionnelle tout en maintenant ouverts les canaux diplomatiques essentiels. Les partenaires extérieurs, surpris mais pragmatiques, adoptent une posture d'observation, évitant les ruptures visibles. Les tensions sécuritaires persistent autour des zones frontalières, mais ne franchissent pas le seuil d'escalade. Les investissements demeurent stables, sans progression notable, mais sans retrait massif. Cette configuration produit un équilibre instable mais fonctionnel, où chaque acteur teste ses marges sans les dépasser. Dans un scénario optimiste, le repositionnement burkinabé inspire d'autres États du Sahel, déclenchant une dynamique régionale fondée sur la souveraineté économique. Les administrations locales gagnent en efficacité, notamment par une clarification des responsabilités et une meilleure coordination verticale. Les accords miniers commencent à être renégociés sur des bases plus équilibrées, attirant des partenaires intéressés par une logique de transparence accrue. Les tensions frontalières s'atténuent grâce à une coopération renforcée entre États voisins. Ce scénario voit émerger des améliorations tangibles dans certaines zones rurales et urbaines où les effets de la transition deviennent perceptibles. Dans un scénario de pression accrue, plusieurs puissances extérieures intensifient leurs initiatives, sécuritaires, économiques ou diplomatiques, afin de contenir ce qu'elles perçoivent comme une remise en cause de leurs intérêts. Les tensions autour des zones minières maliennes augmentent, créant une situation où les incidents frontaliers deviennent plus probables. Les investisseurs réduisent leur exposition, fragilisant des secteurs déjà sensibles. Les récits internationaux se durcissent, accentuant l'impression d'isolement. Dans cette configuration, les marges institutionnelles se resserrent et la transition peut s'enliser. Ces trois trajectoires n'ont pas vocation à prédire l'avenir. Elles éclairent plutôt les conditions dans lesquelles un pays en transition peut articuler ses ambitions souveraines avec un environnement international en mutation constante. Elles rappellent enfin que la stabilité n'est jamais un état, mais une équation toujours en mouvement. Les transformations en cours au Burkina Faso résonnent au-delà des équilibres politiques ou économiques. Elles touchent les individus, leurs attentes et la manière dont ils se projettent dans un avenir incertain. Pour de nombreux citoyens africains, la reconfiguration institutionnelle observée au Sahel ouvre un espace de réflexion sur la relation entre gouvernance et population. L'idée qu'un pays puisse chercher à reprendre la maîtrise de ses ressources critiques nourrit des aspirations longtemps contenues, mais rappelle aussi les défis qui accompagnent toute transition fragile. Cette tension entre espoir et prudence devient un élément central du vécu quotidien.
Au sein de la diaspora burkinabé, ces évolutions provoquent une résonance particulière. Habituée à naviguer entre plusieurs espaces narratifs, elle se retrouve en position d'interprète, parfois d'arbitre silencieux. Certains y voient l'opportunité d'un rééquilibrage nécessaire, d'autres redoutent que les réactions diplomatiques n'entravent leur mobilité ou leurs projets économiques. Cette ambivalence forge un rôle singulier, celui de médiateur capable de nuancer les récits, d'expliquer les motivations internes et de contrer les simplifications médiatiques qui dominent souvent le regard extérieur. Pour les lecteurs internationaux, cette séquence constitue une invitation à réexaminer des notions souvent figées telles que souveraineté, partenariat ou stabilité. Les dynamiques sahéliennes montrent que les trajectoires africaines ne peuvent plus être lues uniquement à travers les intérêts extérieurs ou les schémas hérités. Comprendre le moment actuel revient à accepter l'existence d'une transformation structurelle dans une région longtemps vue comme périphérique, mais qui révèle aujourd'hui sa capacité à redéfinir ses propres cadres. Dans ces trois perspectives, continentale, diasporique et internationale, un point commun apparaît. Chacun, d'une manière ou d'une autre, se trouve concerné par ce qui se joue dans le Sahel. Stabiliser une transition exige une architecture d'action plus qu'un discours. Dans ce cadre, la position d'Ibrahim Traoré fonctionne comme un point d'appui, non en figure solitaire, mais en vecteur d'orientation collective. Cinq étapes structurantes permettent de lire ce processus sous un angle opérationnel, chacune définissant un acteur, un horizon temporel et un indicateur mesurable. La première étape consiste à ancrer les circuits de gouvernance locale. Les administrations de proximité doivent recevoir mandat, marge d'initiative et ressources adaptées pour transformer les choix centraux en effets perceptibles. Cette consolidation se mesure par la capacité des structures territoriales à exécuter leurs missions sans dépendance excessive envers des relais extérieurs. La deuxième étape vise à sécuriser les zones sensibles, notamment les espaces frontaliers où s'entrecroisent enjeux miniers et tensions militaires. Une coordination nationale resserrée, appuyée par des cellules d'analyse intégrées, permettrait de réduire le champ d'action des acteurs armés. L'indicateur principal repose sur la stabilité des axes logistiques et la circulation contrôlée autour des secteurs stratégiques. La troisième étape concerne le rééquilibrage des partenariats économiques. Renégocier les contrats liés aux ressources critiques permettrait d'augmenter la valeur captée localement. Le progrès se mesure par la part de transformation réalisée sur le territoire et par l'évolution de la contribution sectorielle aux recettes nationales. La quatrième étape consiste à unifier le récit national. Clarifier les objectifs, réduire les ambiguïtés institutionnelles et anticiper les interprétations extérieures renforce la cohérence de la transition. L'indicateur repose sur la stabilité du discours public et la diminution des contradictions narratives exploitées par des acteurs externes. Enfin, la cinquième étape vise à consolider les alliances régionales. Une coordination accrue avec les pays voisins permettrait de mutualiser les capacités de résilience. Le suivi s'appuie sur la fréquence des mécanismes communs et la qualité des échanges d'informations. Au cœur de cette transition, un détail discret revient comme un fil continu. Ces jeunes administrateurs et ces équipes civiles qui, dès les premiers ajustements institutionnels, ont porté silencieusement la mise en mouvement d'un système longtemps figé. Leur engagement méthodique, presque invisible, a donné chair aux réformes au moment où les récits extérieurs se superposaient et où les interprétations internationales tentaient de résumer une transformation bien plus intime. Leur rôle devient la clé qui relie l'ensemble des tensions, révélant la profondeur humaine d'un processus souvent décrit uniquement à travers la géopolitique ou l'économie.
Dans cette trame en recomposition, la présence d'Ibrahim Traoré fonctionne moins comme une figure d'autorité univoque que comme un point de convergence, un prisme à travers lequel aspirations individuelles et trajectoires nationales trouvent un espace commun. Sa position symbolise un moment où les choix stratégiques rencontrent l'énergie quotidienne de ceux qui assurent la continuité du pays. Leurs gestes, répétés jour après jour, donnent au changement une cohérence qui échappe aux analyses rapides. Et c'est peut-être là que se situe l'essentiel, dans une vérité simple. La transition avance parce que des mains la portent. Au terme de ce parcours, une idée s'impose doucement. Les transformations à l'œuvre dans le Sahel dépassent les seules rivalités géopolitiques. Elles racontent aussi la manière dont un peuple cherche à reprendre la maîtrise de son histoire, de ses ressources et de ses institutions. Ce moment invite chacun à regarder différemment une région souvent résumée trop vite, à considérer la complexité des trajectoires qui s'y dessinent et à reconnaître la diversité des voies qui les traversent. Partager, interroger, confronter les points de vue permet d'élargir l'espace commun où se construit la compréhension, car les récits ne se figent pas. Ils évoluent, se répondent, s'enrichissent à mesure que de nouvelles perspectives apparaissent. Dans ce mouvement collectif, chaque lecteur peut jouer un rôle, ne serait-ce qu'en acceptant de revisiter certaines certitudes. Alors, à votre regard, quelles questions méritent encore d'être posées pour saisir pleinement ce qui se transforme aujourd'hui au Sahel?